que ça a fait du bien de retrouver le circuit de Melbourne, le Grand Prix d'Australie, troisième manche de la saison. Alors, il y en a peut-être qui n'ont pas réussi à se lever, hein, parce que c'était quand même à 7 heures du matin. Mais ceux qui ont vécu ça en direct, ben, on a pu revenir à de vieux sentiments, le sentiment du début de saison qui fait tout le set de la Formule 1. C'est pourquoi il est autant apprécié. Et somme toute, un Grand Prix qui nous laisse un petit peu sur notre faim, mais il y a quand même des choses à dire. Et pour en parler ce soir, je vous laisse lever la main. Morgane, Salut à tous. Romain Salut à tous. et Guillaume. Salut à tous. La Team Motors Inside est au complet. On va d'ores et déjà aborder une première chose, c'est le circuit de Melbourne. On était super content de le retrouver et ces nouveautés ont été plutôt séduisantes hein, finalement. Et puis l'ambiance, le public qui était là, franchement réussi. Franchement, ouais, je suis totalement d'accord. Ça faisait 3 ans qu'on attendait le retour de ce circuit. Et il a vraiment quelque chose de particulier. Et je pense que énormément de fans de Formule 1 l'apprécient, même si c'est pas celui qui offre le plus de spectacles. Il a vraiment quelque chose. Et franchement, j'étais très très content de me lever à 7 heures et de retrouver ce Grand Prix d'Australie. Moi, c'est un sentiment génial de pouvoir se lever et regarder le Grand Prix. Pour moi, le début de saison, c'est Melbourne. Depuis 96, à peu près, ça a toujours été ça. Et se lever à l'aurore pour regarder une course de Formule 1, c'est quand même plutôt sympa. Et puis l'ambiance qu'il y a eu là-bas, c'est tout simplement magnifique de voir autant de spectateurs. C'est génial. Bah, je crois que tout a été dit, hein. Enfin, les modifications de Melbourne ont été appréciées. On va en parler juste après. Mais ça fait vraiment plaisir de revenir en Australie. La F1 a battu des records pour un événement sportif en Australie, ce qui prouve la bonne santé de la F1. Et puis c'était vraiment magnifique de revoir du public à ce point-là. Quand on les voit se ruer sur le podium en fin de course, on se serait cru à Monza sur une victoire de Ferrari. C'était vraiment magnifique. Donc aucun regret de s'être levé aux aurores ce dimanche matin. C'était vraiment un pur régal. Et bien voilà. Et puis alors il y a un pilote qui s'est régalé en particulier à Melbourne, Charles Leclerc. Quelle performance, quel Grand Prix, enfin quelle maîtrise. Il a mené manqué... de main de maître son week-end. Il a été bon du début à la fin. La Ferrari avait certes un avantage, mais vraiment, il a mené la course comme il fallait. Il a eu peut-être à un moment un peu de chance avec les safety cars, mais sinon, une course menée de main de maître. C'est sa meilleure course. Pour moi, quand il a gagné, c'est une de ses meilleures courses. Sur le plan de la performance, ouais, carrément. Ouais. Franchement, en plus, Grand Chelem, voilà, ça faut quand même le souligner aussi. Oui, Il a dominé de A à Z, on va dire, le week-end de course. Hein. Il a fait franchement une grosse course. Hein. C'est un très très bon pilote. Ça, on pourrait le dire et le redire et le redire sur tous les débriefs de la saison. Mais là, franchement, il avait fait un week-end exceptionnel. Et il a gagné en maturité, je trouve, oui. sur ce week-end-là. On le sent beaucoup plus sûr, beaucoup plus mûr. Ouais, complètement, il est serein, comme on le dit depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que sur ce Grand Prix-là en particulier, il a tout géré comme il le fallait. Il a mené comme un champion. Premier Grand Chelem pour Ferrari depuis 2010. C'était tout simplement magnifique. Il n'y avait pas de concurrence. Même Max Verstappen, quand il était encore en course, il était à plus de 10 secondes à la régulière. Donc vraiment, Charles Leclerc et Ferrari ont prouvé à tout le monde qu'ils étaient en mesure de se battre pour le championnat du monde sur la durée. Et on espère que ça va tenir au moins pour le championnat, même si on espère, comme on va y venir juste après, une bagarre un peu plus intense avec d'autres concurrents, quoi. Ah oui, mais alors surtout que Verstappen, Leclerc s'est fait peur. Hein. La relance de la deuxième safety car, et la physionomie de la course aurait été complètement différente. Ça, je vous le dis, Verstappen qui est devant. Là, par contre, on aurait quelque chose de fabuleux. Alors, est-ce que ça aurait cassé? Est-ce que ça aurait cassé dans certaines circonstances? Je sais pas. Mais en tout cas, il a manqué un duel avec Max Verstappen. Mais Leclerc, il a dominé son sujet de bout en bout. Quoi. Là, Leclerc a une arme redoutable entre les mains. Il a la chance du champion pour tout ce qui est au niveau stratégique, etc. Et en plus, ses adversaires qui cassent ou qui ont pas de performance comme les Mercedes, c'est jackpot pour lui ce week-end. Ah clairement. Clairement. Voilà. Et l'autre performance, alors là, on va dérouler le podium surtout parce que finalement, les meilleures performances, elles sont aux 3 premières places et surtout Sergio Pérez qui, lui, n'a pas cassé et qui ne lave pas totalement l'affront de l'Arabie Saoudite, mais qui fait une magnifique course. Alors, avec à la clé un superbe dépassement sur Hamilton. Hein. Ouais. Un magnifique dépassement sur Hamilton. Une course qui était relativement anonyme, mais il fait le travail. Le voilà deuxième, devant Verstappen au championnat. Que dire, superbe. Hein. Ouais, il fait une course anonyme. Peut-être pas anonyme, mais à la Pérez. Très, très discrète. À la Pérez, hein. On dirait qu'il aime bien les dépassements sur Hamilton. Ça va devenir sa spécialité. Mais franchement, il fait une course discrète, tranquille, dans son coin, la Pérez. Mais il fait encore un résultat très solide. Il est là. Et
Pour moi, il prend de la confiance dans cette Red Bull, il prend de la confiance au sein de l'écurie. Et ça peut être que du positif pour la suite, que ce soit pour lui ou pour le championnat constructeur. Il fait son taf de toute façon. Quand Verstappen casse ou n'est pas là, il faut qu'il réponde présent. C'est le cas. Et depuis le milieu de la saison dernière, il monte vraiment en puissance chez Red Bull. Et je pense que si la Red Bull gagne en fiabilité et un petit peu de performance, parce qu'il finit quand même assez loin de Leclerc, il pourra jouer la victoire plus régulièrement quand Verstappen ne sera pas là. Même s'il est là, je suis d'accord, Morgan. Même s'il est là, je pense que Pérez, il aura aussi son bateau à jouer. Ah, ben clairement. Clairement. Il faut le souligner, c'est qu'aussi en qualif, il a énormément progressé. Oui, tout à fait. Voilà. Il a pris en confiance. Et je pense que la pole de Jeddah va être libérateur pour lui. Et c'est vrai que, comme l'a dit Romain, depuis mi-saison l'année dernière, il a vraiment pris ses marques dans l'écurie autrichienne. Et ça fait plaisir et c'est de bon augure pour la suite de la saison puisqu'on va avoir 4 voitures qui vont vraiment bien se battre au premier rang et comme on le dit, hein, c'est la fiabilité qui va jouer sur le championnat. Sergio Pérez a des cartes à jouer au niveau des victoires et pourrait potentiellement bien aider son équipe avec les points qu'il ramène régulièrement. C'est un pilote fiable et c'est vrai que il est sous tension parce que cette année elle est quand même charnière, il n'a pas de contrat pour l'année prochaine, il y a Pierre Gasly qui tape à la porte, mais là il répond, il fait le job, donc très très belle performance de Sergio Pérez et donc Verstappen ça va pas lui plaire longtemps cette histoire et il va falloir sérieusement se pencher sur le souci fiabilité chez Red Bull. Oh que non, oh que oui. Et puis alors d'ailleurs, tu parlais de George Russell, voilà la 3e performance de ce Grand Prix. Il est 2e du championnat avec une Mercedes qui avance moins fort que les Red Bull et les Ferrari. Mais ça, on en parlait lors du débrief de Jeddah. La fiabilité, ça va permettre à Mercedes d'engranger des points quand devant. Alors Ferrari, c'est sûr que ça va casser un moment. Je vois pas comment ça peut pas casser. Et Red Bull, ça a déjà cassé 2 fois. Résultat des courses, Russell 2e du championnat et son premier podium acquis dans des conditions normales entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il a été très opportuniste. Il a eu un petit peu de chance avec la safety car, mais il fait sa course. Il loupe de peu, entre guillemets, de battre Hamilton en qualification. En course, il est devant. Il a fait une course un petit peu à la Pérez, tranquille. Il a saisi les opportunités. Et il a été très, très bon. Pour moi, il a été très, très bon. Et puis, son podium, il l'a pas volé. Bon, ben, solide. Solide course, il a fait sa course, il n'y a rien à dire. Comme je disais il y a 15 jours, ils font les épiciers chez Mercedes. Ils savent que la voiture, elle n'est pas performante. Pour le moment, elle est fiable, donc ils vont au bout de la course et puis ils engrangent les points intermédiaires et puis derrière on a Hamilton qui part avec une voiture qui a un manque de rythme, il a charge en capteur pour essayer de comprendre son fonctionnement. Leur travail va payer, ils sont pas 8 fois champions du monde pour rien. Leur travail va payer à un moment ou à un autre. Après ils ont une voiture qui est tellement extrême que c'est sûr que la mise au point est certainement beaucoup plus délicate que sur une Ferrari ou une Red Bull. Ah, mais ils vont réussir à gagner des grands prix comme ça, hein. De toute façon, parce que la Mercedes est vraiment réputée pour sa fiabilité. Et là, on le voit, hein, ils sont 2e du championnat avec George Russell, ils sont 2e du championnat constructeur. Alors c'est vrai, certes très loin au niveau de la performance, quoique il y a quand même eu des améliorations, mais ça reste infiniment loin de Red Bull et Ferrari. Mais ils sont toujours là, ils sont toujours placés. Et il va se passer un moment où, comme tu disais, Ferrari et Red Bull soit vont casser, soit il va y avoir de la casse devant. Et Mercedes sera là pour récolter les fruits de ces incidents de course. Donc non, très beau Grand Prix de George Russell. Hamilton assez malchanceux pour le coup. Il était quand même présent, même si le rythme en course n'était pas forcément excellent. Il était là, il a joué avec Pérez et avec son coéquipier. Donc, je pense que petit à petit, ça va le reconstruire, même si on sent que c'est pas un début de saison comme les années précédentes. Mais Mercedes est là. Mercedes on verra. Mais en tout cas, voilà, je pense que au niveau des belles performances, les autres, ceux qui étaient classés derrière, alors bon. C'est pas non plus des choses exceptionnelles qu'on a vues. Les Français se classent, ils limitent la casse. Hein. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à dire sur les Français qui font leurs courses sans se montrer. Par contre, il y a eu le rebond de McLaren. Moi, je trouve. Alors le rebond, oui, le rebond de McLaren. Ça après, on va peut-être s'en garder des réserves parce que voilà, c'est une piste atypique, donc on verra bien si c'est un feu de paille ou si c'est bien. On verra bien, mais ça fait quand même plaisir pour McLaren.
Ça c'est sûr, surtout après deux Ah parties, ben, plus que compliqué. ils étaient tellement au fond du trou que ça fait plaisir à voir qu'ils travaillent. Est-ce qu'ils ont compris leur performance de ce week-end? J'ose espérer que oui, mais c'est pas sûr. Mais c'est vrai que ça faisait plaisir de voir les Oranges dans les points. Après, moi, je À tempère quand confirmer même sur la les autres. performance par rapport à la réaction de Lando Norris après le Grand Prix, qui a dit Ouais, que si jamais ils revenaient à Bahreïn, ils refiniraient 13e ou 14e voilà, en qualif. clairement. Non, voilà, je À pense prendre avec que des pincettes ce résultat, mais c'est bien de voir cette écurie marquer des Ouais, points. on va voir, ouais. Solide performance de Ricardo chez lui, c'était sympa à voir, quoi. c'est vrai. Et par contre, il y en a un, et je pense qu'on aura fait le tour des performances. Vous voyez de qui je veux parler. On l'a mis dans nos tops. Alexander Albon. Et Alexander Albon, il a fait une Kobayashi à Valence en 2010, c'est-à-dire qu'il fait toute la course avec un train de pneus durs. Et en toute fin de course, il s'arrête pour aller décrocher, pour aller rentrer dans la zone des points. Franchement, bravo. Belle performance. Williams, ils savent très bien qu'ils ont une voiture qui est pas du tout performante. Ils sont même en retrait par rapport à l'année dernière. Ils ont fait un coup stratégique. Ça a payé. Bravo à eux. Et franchement, il y a rien d'autre à dire. C'est sympa. Et puis Alex Albon, de le voir là, revenir après un an d'absence. Il pareil, un peu comme Kevin Magnussen. Il arrive, il est souriant, il est content d'être là, il profite aussi. Après, lui, il est plus jeune, donc il veut continuer après en Formule 1 certainement plus longtemps que Magnussen, mais il y a un vent d'air frais là chez Williams avec un renouveau avec lui, donc c'est super. Heureusement que de ce côté-là du garage Williams ça performe, parce que de l'autre côté c'est pas le top. Ben, en même temps, je vois pas Latifi porter Williams, hein, parce que bon, Latifi c'est très loin d'être un pilote qui est capable de gagner un titre de champion du monde même avec la Oula. Ah oui. Et je pense que le fait que Williams ait un deuxième pilote très performant, qui a d'expérience, hein, c'est ce qui peut, entre guillemets, les sauver, qui va vraiment pouvoir apporter son expérience et, on va dire, toute sa science de course, même c'est pas un Hamilton ou un Vettel, hein, pour la développer et pour apporter vraiment quelque chose en plus à cette écurie qui, je pense, pourra marquer des points de temps en temps sur des petits paris stratégiques. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Aussi sur quelques petits coups de chance, et je pense que c'est des petites choses comme ça qu'Albon va apporter du fait de sa bonne expérience de chez Red Bull. Il aura des choses à amener, ça c'est clair. Ça va ramener des points quand il faudra. Ah mais oui c'est sûr. Là c'était vraiment, ça faisait plaisir de revoir une stratégie comme ça. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une stratégie aussi agressive. Il est quand même rentré dans le dernier tour et c'est vraiment une masterclass, quoi. Une écurie comme Williams, comme disait Romain, il faut qu'ils tentent des coups stratégiques pour pouvoir aller chercher des points qui peuvent s'avérer décisifs. Et là, aujourd'hui, ça a été le cas. Et Albon a fait une course discrète, solide. Il a gardé longtemps des Alpines derrière lui et compagnie. Il a été très très performant. Et comme on le disait, c'est un pilote qui revient. Il veut effacer l'image écornée qu'il a eue du moment de son passage chez Red Bull, un peu à l'image de Pierre Gasly quand il avait été rétrogradé, même si c'est quand même à un degré moindre. Mais Albon a fait une super course et on en redemande, quoi, hein, des performances comme ça chez Williams, ils prennent un ascendant très fort sur Aston Martin par exemple ou As sur ce Grand Prix. Tout à fait. Albon, je pense. Et en tout cas, c'est des points qui en amènent d'autres. Mais alors, là, on a fait le tour des bons points et on embraye sur cette seconde partie. Les mauvaises performances. Là, vous allez devoir m'en citer une chacun, un flop chacun, dont vous allez parler, mais d'abord, je vais dérouler le mien, qui va peut-être vous surprendre. Alonso. Mais en fait, Alonso, je mets ça dans un flop, non pas parce qu'il a été mauvais ou quoi que ce soit, mais parce que ce manque de chance, cette casse en qualification, alors qu'il y avait un top 3 et peut-être même une pole en ligne de mire. C'est l'histoire de sa carrière depuis ses titres mondiaux, en fait, Alonso. Ouais. C'est une occasion ratée à chaque fois. C'est terrible, hein. Puis là, après, la stratégie en course, c'était pas du tout celle qu'il fallait adopter, mais il fallait l'essayer quand même, hein, vu le rythme qu'avait l'Alpine. En fait, c'est une opportunité en or gâchée, quoi. Parce que et même pas de sa faute. Non, c'est vrai, parce qu'il était dans les temps de Leclerc sur les deux premiers secteurs. Alors on sait que dans le troisième, Alpine était beaucoup moins performant, mais il était quand même très sur un super tour, il visait le top 3 quand même. Sur un circuit où on a vu quand même un peu plus de dépassement cette année, mais c'est quand même relativement difficile de se doubler. Voir Alonso 3e sur la grille ou 4e sur la grille, mais là on a une toute autre course chez Alpine et les points perdus risquent de se faire ressentir. Après, on voit quand même que l'Alpine est avec la Ferrari, l'écurie qui a la voiture la plus polyvalente.
parce que sur les 3 courses, ils sont quand même présents à leur niveau, à leur place. Ça, c'est de bon augure pour les prochains Grands Prix. On verra. Mais On verra. occasion perdue pour Alonso. Ton flop sur Alpine et leur fiabilité, ça rejoint mon flop, moi, qui est pour moi, c'est Red Bull et le manque de fiabilité du moteur Honda. C'est une bonne transition, oui. Là, vraiment, aller faire des voitures qui vont vite, c'est bien, mais comme on dit à chaque fois, pour une voiture va vite, c'est bien, mais qui finit, c'est quand même mieux. Et là, c'est clair, oui. Et là, Honda, alors je me répète, mais Honda, Red Bull Powertrain, HRC, on t'appelle comme on veut, mais 3 courses pour Verstappen, 2 abandons, ça fait quand même tâche pour une écurie qui a le pilote champion du monde. Qui vise le championnat. Qui doit jouer le titre en plus. Et qui doit jouer le titre. Et moi, ça me rappelle un peu, à moindre mesure, mais les années quand ils sont revenus avec McLaren, où des moteurs, ils en cassaient à l'appel. Et puis bon, là, ils cassent encore. Et puis bon, comme tu disais, 4 moteurs Honda à Melbourne, 3 qui finissent, le seul qui finit pas Verstappen. Alors, est-ce que c'est un manque de chance? Est-ce que c'est le style de pilotage de Verstappen? Je sais pas. Mais chez Red Bull, ils ont intérêt de se remonter les manches pour trouver les problèmes. Parce que là, ça fait vraiment tâche, quoi. Après 3 Grands Prix, si à Imola, il y a encore une course comme ça, je pense que dans la radio de Honda, ça va chauffer, quoi. On va retrouver le Verstappen à l'époque chrono. GP2, engine, GP2. Voilà. Et je pense que ça va biper dans les radios de Verstappen. Exactement. On va revoir le Verstappen des années 2016-2017 avec Renault, quoi. Tout à fait. Faut pas espérer, sinon c'est peut-être même le titre de vice-champion et de numéro 1 chez Red Bull qui pourrait les filer sous le nez. En fait, le numéro 1 chez Red Bull, je pense pas, mais le titre de vice-champion ou de champion, s'ils nous font comme McLaren en 2005 à avoir une voiture hyper performante mais qui finit pas les courses, il peut lui dire adieu en fait. Donc il faut, comme l'a dit Romain, se pencher très rapidement et sérieusement sur ces soucis de stabilité chez Red Bull, parce que la saison va aller vite à une cadence folle au niveau du rythme des Grands Prix, donc va pas falloir se tromper. Après, on sait très bien que il y a quand même toujours Honda derrière. Ils sont marqués d'ailleurs sur le capot moteur, c'est HRC. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'exploitation du moteur, il y a peut-être quelque chose dans la notice qu'ils n'ont pas compris. On sait que c'est compliqué de travailler avec des Japonais. Eux, ils ont quand même plutôt bien réussi. L'année dernière, il y avait Honda qui était 100% avec eux. Là, Honda a quand même pris un peu de distance, même s'ils ont encore du monde sur les Grands Prix. Mais voilà, être exploitant d'un moteur, c'est quand même difficile. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que pour le titre de pilote ou vice-champion, déjà, on a fait que 3 Grands Prix, mais je pense que c'est quand même bien compromis. C'est une mauvaise tendance, ouais. Voilà. Vous avez d'autres flops? Alors toi, Morgane, t'en as un particulier de flop? Moi, j'ai un flop qui n'est pas forcément le plus évident, mais c'est As. Parce que sur les 2 premiers Grands Prix, ils nous ont fait 2 belles performances, notamment Kevin Magnussen, et qui là sont passés totalement au travers. Franchement, je les ai vus, ils étaient nulle part. Après, il y a peut-être des raisons qui expliquent. Je pense que le crash de Schumacher à Jeddah n'était pas forcément pour rien, parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas de châssis de rechange. C'est ça. Donc il y a peut-être eu un petit message de Gunther Steiner leur disant que les gars, si vous crachez, il y a une chance que vous ne continuez pas le week-end. Donc peut-être que les pilotes ont relâché un petit peu la pédale, je ne sais pas. Après, ça rappelle un petit peu les vieux démons de Haas. Ça performe de Grand Prix et le 3e, c'est plus là. Ouais, mais je pense que Guillaume sera d'accord avec moi. Bon, d'ordinaire, ils sont très forts à Melbourne, et puis après, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que peut-être la saison de Haas est de bon augure, vu que au Grand Prix d'Australie, ils sont très forts. Donc, de toute façon, un Grand Prix pourri, ça arrive au moins une fois dans une saison, surtout quand il y a 23 Grands Prix. Donc je pense que autant McLaren, leur bonne performance, elle a tempéré, mais la contre-performance de Haas, c'est pareil. C'est vrai. Après, ça reste à voir. Il faudra confirmer ça à Imola et après à Miami plus tard. Mais bon, on repart pour le moment on performe de Grand Prix et après on n'est plus là. Et voilà. Et j'espère pour As que je me trompe. Allez, dernier flop, et là on va conclure ce débrief là-dessus, parce que c'est le plus gros morceau, c'est celui qui a fait le plus grincer des dents. Guillaume, à toi l'honneur. Bon, de toute évidence, si vous avez vu le Grand Prix comme moi dimanche, la performance d'Aston Martin ne vous est pas passée totalement inaperçue du mauvais côté du terme. Voilà. Et en particulier, la performance d'un Canadien du nom de Lance S. Voilà. On ne sait pas qui c'est. Il paraît que son papa est également dans le métier. Dans le métier, tout du moins, il est patron d'équipe, mais il n'est pas du tout dans le métier. Et apparemment, justement, ça fait grincer des dents puisque Zafnauer est parti chez Alpine et on se commence à comprendre pourquoi. Non, pour en revenir à Aston Martin, Lance Stroll a été absolument abominable ce Grand Prix. C'est-à-dire qu'il nous a rappelé les pires côtés de sa personnalité et de pilote. Il
il a fait des zigzags. Bon, je parle même pas du crash en Q1 avec son compatriote Latifi, parce que bon, les deux sont à blâmer, mais lui qui le tasse d'un côté et de l'autre. Ouais, Et le jour de absolument l'anniversaire de scandaleux. Jacques Villeneuve, c'est quand même pas mal. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. là, oh, non, Non, mais mais c'est ridicule. c'est ridicule. C'est pas. Qui tourne à droite. Quand on voit qu'un Oscar Piastri, par exemple, est troisième pilote et qu'il n'est pas sur la grille, ou qu'un Théo Pourchaire n'a pas eu sa chance, au bout d'un moment, tu te demandes qu'est-ce que font ces deux pilotes sur la grille, hormis les sous, mais ça, on est tous bien conscients là-dessus. Et puis, bon, ben, pour Aston Martin, pour en revenir à l'écurie en général, c'est absolument incompréhensible qu'avec le nombre d'argent qu'ils ont investi dans cette écurie, dans l'usine et dans cette voiture, de pondre une poubelle pareille, quoi. Ils sont derniers, mais Bah, loin là, derrière, quoi. là, il se lâche Guillaume là. Mais Ah non, après, mais vraiment. mais c'est vrai. Ah ouais, non, mais clairement. Non, mais Moi, ça c'est me fait vrai. mal pour Sébastien Vettel quand même. Ah, Parce mais que, bon, j'allais y venir juste après. en Hein. fin de C'est pas digne carrière d'un et avoir quadruple une champion voiture du comme monde. ça, la belle image, même si c'est pas trop bien au niveau sécurité, c'est la petite sortie en scooter. Voilà, ça nous a fait rire, mais ça faisait vraiment galop d'adieu. Je fais ma tournée d'adieu. C'est ça. Je pense vous savez, voilà, c'est ça qui fait le plus mal. On va signer la fin de sa carrière, malheureusement. Et je pense que ça pourrait même arriver d'ici la mi-saison. à voir, hein, mais après le désarroi de Vettel, de le voir en scooter comme ça me rappelle un petit peu les petites. Alonso, exactement. C'est exactement. Là, tu mets pas cette devant, c'est exactement l'exemple que je vais sortir. Sauf que Vettel, il a pas tout à fait la même hargne que Alonso. Hein. C'est ça qui est différent aussi, c'est que Vettel, il a passé. Il sature en même temps, attends. Aston Martin, c'est exactement comme Jaguar en son temps, c'est-à-dire mettre des gros moyens, dire ouais, on va jouer on va jouer le top 3 de notre première saison et blablabla ici et là. Attendez, c'est une écurie d'usine. Enfin, à proprement parler, même s'ils font pas leur moteur, mais c'est une équipe d'usine, l'équipe d'usine d'Aston Martin, qui représente un grand constructeur. Ouais, mais une écurie d'usine qui fait une voiture que depuis 2 ans, parce que je te rappelle qu'il y a 2 ans, ils avaient une Mercedes rose, quoi. Donc finalement, 2 ans pour construire une voiture. En fait, le problème, c'est que les grosses têtes sont en train de partir, que Monsieur Stroll, papa, je vise le titre d'ici 3 ans, mais ce serait peut-être bien intéressant de prendre une voiture à peu près potable pour marquer des points régulièrement avant de vouloir jouer le titre d'ici 3 ans, quoi. Après, ils sont peut-être partis sur un concept aéro qui était peut-être difficile à mettre au point. Je sais pas. Après, ils parlent d'évolution rapidement d'une version B, je crois en Espagne. J'ose espérer pour eux qu'elle sera meilleure que la précédente, hein, parce que après, ils peuvent pas faire pire. Oui, on peut être surpris en Formule 1. Après, s'ils font l'exploit de pondre une Formule 2, bon là. Voilà. Mais ils vont peut-être faire la As verte après la Mercedes rose. Hein. Oui, mais là, écoute, t'imagines si Vettel part, il y a un baquet disponible. Hein. Surtout que Mazepin, il est autorisé à courir sous bannière neutre. Hein, donc, et en plus, il s'apprêtait à signer la lettre. Donc, il s'apprête à signaler, donc en plus il peut revenir chez Aston Martin dans les places de Vettel parce que Stroll s'en ira pas. Donc voilà. Non, mais voilà. Mais de toute façon, Aston Martin, c'était bien ça le gros morceau à aborder. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, quoi? C'est gênant. Enfin, ils sont quand même passés d'une écurie qui jouait victoire podium, même si c'était une Mercedes Rose, ils étaient quand même sur le podium régulièrement. Du temps de Racing Point, du temps de Force India avant, ils jouaient quand même dans le milieu de tableau. Et on est passé à une écurie qui est derrière AC Williams, qui sont les dernières équipes depuis je sais pas combien d'années. Donc c'est vraiment la descente aux enfers. À l'époque, ils n'avaient pas de moyens, mais ils avaient de l'ingéniosité. Ils ont pas de moyens et ils ont zéro ingéniosité. C'est exactement ça. Mais ils n'ont pas l'esprit de la F1. Déjà. Non, complètement pas. Je pense qu'ils s'en seraient beaucoup mieux sortis avec leur hypercar. Mais voilà. Certainement. Mais Lawrence Stroll n'est pas Vijay Mallya. Non, Vijay Mallya, lui, c'était un petit peu un génie qui passait entre les gouttes, hein, même si il y a eu ses affaires. Voilà. Mais voilà, là vraiment, je pense qu'on a fait le tour sur Aston Martin. Hein. C'est vraiment la mauvaise perf, la grosse déception, et qui contraste avec justement la maîtrise de l'autre écurie d'usine qui est en tête du championnat, Ferrari. Donc après, on va bien voir ce que l'avenir nous réserve. Ce Grand Prix d'Australie, il nous a laissé un petit peu sur notre faim. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre Imola. Voilà. Hein. Alors Imola, oui, on a hâte, puisque sur les 2 dernières éditions, déjà, on était très content de le retrouver quand il y a eu l'épidémie. Ça nous a permis de retrouver un circuit comme Imola, on était très contents. Là, les voitures en plus sont moins larges, donc on pourra avoir plus d'opportunités de dépassement. J'ai très hâte d'aller à Imola. Eh bien, ça va être une belle course, j'espère.
Ma foi, on aura le temps d'en discuter. Avant de C'est se fini. quitter, je voudrais Oui. juste saluer la performance de Romain Grosjean, quand même, qui a fait 2e à Long Beach. C'est vrai. Et la Oui. victoire de Sébastien Bourdais en IMSA aussi à Long Beach. Donc, des Français qui gagnent ou qui font des podiums, c'est quand même sympa d'en parler. Après, Ouais. un petit coucou aussi à Simon Pagenaud qui a fini sa course dans les fleurs. C'est plutôt pas mal. C'est son côté écolo qui est sorti. Allons savoir, mais en tout cas, bravo Romain, bravo Sébastien. On les salue, on leur souhaite évidemment tout le bonheur qu'il faut en IndyCar. Clairement. Mais nous, on va rester sur la Formule 1. C'est fini pour Melbourne ce soir. Messieurs, on se retrouve très bientôt pour parler des perspectives et les pronostics pour Imola. Merci À Bastien, bientôt. salut à tous. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.